Des milliers de personnes fuient soudainement l'Illinois, et voici la première et la plus simple raison à cela, les impôts élevés. Regardez à nouveau cette carte. Elle raconte une histoire différente, bien plus sombre. Ils fuient l'eau. Les données géographiques sont utiles, car au cours des dernières décennies, cet État a discrètement modifié l'ensemble de son profil climatique. Désormais, il devient extrêmement humide. Les précipitations annuelles viennent de bondir de 15%, un chiffre énorme. Nous ne parlons pas ici d'une légère bruine. Des pluies extrêmes, voire des tempêtes brutales provoquant une hausse de 5 cm d'eau en quelques heures ont augmenté de près de 40%. Les habitants de l'Illinois s'habituent aux crues soudaines car c'est devenu la norme de nos jours. Un autre facteur qui se combine avec les intempéries sévères, c'est une grille de béton du 19e siècle. Chicago vieillit mal et les systèmes d'égouts en ruine ne peuvent pas gérer un tel volume d'eau. La ville a été construite à l'origine sur un marécage et tout cela contribue à la transformer à nouveau en marécage. Et abonne-toi! Les crues soudaines inondent souvent des quartiers entiers et l'agriculture locale en dehors de la ville est dévastée. Les gens perdent leur sous-sol et leurs récoltes. Une seule inondation urbaine à l'été 2023 a causé près d'1 demi-milliard de dollars de dégâts. Cela semble terrible, mais d'un autre côté, le retournement ultime est en train de se produire en même temps. Le sol est inondé, mais le marché immobilier connaît une croissance folle. Il ne s'agit pas d'appartements luxueux et sophistiqués au centre-ville. La terre brute est bien plus précieuse, surtout pour les grandes entreprises technologiques. Elles achètent discrètement d'immenses parcelles de terrain pour y construire des fermes de serveurs. Un réseau électrique massif pour cet État est crucial pour elles, car elles ont désespérément besoin de quantités énormes d'électricité pour faire fonctionner leurs serveurs jour et nuit. L'histoire triste, c'est que ces méga-projets font grimper les prix de l'immobilier local à des niveaux inabordables pour les familles ordinaires. C'est le pur paradoxe de l'Illinois. D'un côté, nous avons des infrastructures défaillantes et inondées, et des dégâts massifs. De l'autre, les grandes entreprises et les centres de données font flamber les prix du peu de terre sèche qui reste. Résultat, la carte de cet État est littéralement en train d'être redessinée sous nos yeux par les phénomènes météorologiques extrêmes et les géants de la tech. Selon les Nations Unies, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde en 2023. Peux-tu deviner où se situent les États-Unis d'Amérique dans ce classement? À la 3e place. Et les États-Unis sont le 4e plus grand pays en termes de taille. Ils occupent environ 6% de la masse continentale de la Terre, un espace suffisant pour les 335 millions de personnes qui y vivent. Pas vrai? Inutile qu'ils se concentrent dans une seule région. Enfin, nous allons voir ça. Von dem tanzenden Roboter. La population des États-Unis est répartie de façon assez inégale. Traçons une ligne en plein milieu du pays. Elle va du Dakota du Nord au Texas. Après avoir entré les données de recensement et fait quelques calculs, des chiffres stupéfiants apparaissent. 80% de la population américaine vit à l'est de cette ligne imaginaire. Les 20% restants vivent à l'ouest. Cela représente un Américain sur 5. Nous parlons ici de grandes régions métropolitaines, telles que Los Angeles, San Diego et San Francisco. Tu ne me crois pas? Il suffit de regarder une carte satellite nocturne des États-Unis. La partie droite, la côte est brille de mille feux, tu vois? Mais pourquoi? Pourquoi y a-t-il un tel déséquilibre entre les populations? Pour faire simple, c'est de l'histoire géo. La côte Est est l'endroit où les États-Unis sont devenus indépendants en 1776. Il s'agit des 13 colonies d'origine. Assez rapidement, les colons ont commencé à se répandre vers l'ouest. Une étape importante a été l'achat de la Louisiane. Aujourd'hui, cette région correspond à ce que nous appelons le Midwest. Et elle s'aligne parfaitement sur le bassin versant du Mississippi. Cela signifie qu'il y a beaucoup de terres fertiles, idéales pour l'agriculture. Mais cela signifie-t-il automatiquement un pic de population? Les données démographiques des États-Unis révèle qu'une majorité de SS citoyens vivent soit sur la côte Est, soit sur la côte Ouest. Cela laisse une grande étendue pratiquement vide au milieu du pays. On l'appelle la ceinture sous-peuplée des États-Unis. Cette zone s'étend de la frontière canadienne au nord jusqu'au Mexique au sud. La superficie totale de cette bande de terre est de 900 000 km². C'est 2 fois la taille de la Californie.
Un territoire gigantesque. En fait, cette bande représente 12% des États-Unis contigus, soit les États-Unis sans l'Alaska et Hawaï. La ceinture traverse 7 États du nord au sud, mais sa population ne représente qu'1% du total des habitants des États-Unis. Cela ne veut pas dire que la région est complètement vide. Elle abrite un peu plus de 3 millions de personnes. C'est à peu près la population de la Jamaïque, mais il y aurait de la place pour beaucoup plus de résidents. Prenons l'exemple du Nigeria, Afrique de l'Ouest. Sa superficie totale est légèrement plus grande que celle de la zone dont nous parlons. Mais la population du Nigeria est énorme, 206 millions de personnes. Cela en fait le 7e pays le plus peuplé de la planète. Impressionnant, non? Mais pourquoi le Midwest des États-Unis n'est-il pas à la hauteur de son potentiel? Une dernière leçon d'histoire s'impose. J'ai déjà mentionné comment les États-Unis se sont étendus de la côte est à la côte ouest. Cela ne veut pas dire que l'ouest était à la traîne. Prends par exemple les villes de San Francisco et de Los Angeles. Elles ont été constituées en 1850, soit seulement 13 ans après Chicago. L'année suivante, 1851, Portland, dans l'Oregon, a été intégré à son tour. Tu commences à comprendre. Et puis, en 1869, les États-Unis ont achevé la construction de leur premier chemin de fer transcontinental. En termes de transport, le pays était unifié. Il n'existe aucune raison historique pour justifier le fait que si peu de gens vivent dans le centre du pays. Maintenant, faisons un peu de géographie. Si tu regardes la carte physique des États-Unis, tu remarqueras que cette ceinture se trouve dans les grandes plaines. Comme son nom l'indique, la région est plate, ce qui devrait être idéal pour les grandes colonies. Mais en fait, ce n'est pas le cas. À l'est de cette région, il y a une énorme tache de couleur marron. Ce sont des montagnes, et pas n'importe quelle montagne. Il s'agit des Rocheuses. Cette chaîne est vieille d'environ 76 millions d'années. Plusieurs de ces sommets dépassent les 4200 mètres, et la majeure partie de la zone est constituée de parcs nationaux. Mais surtout, les Rocheuses jouent un rôle essentiel dans le climat de la région. As-tu déjà entendu parler de l'ombre pluviométrique ? Je vais t'expliquer. Les phénomènes météorologiques humides se forment au-dessus de l'océan Pacifique. Ils se déplacent ensuite vers l'est, où ils rencontrent les Rocheuses. L'air doit alors franchir les montagnes. C'est là qu'il se refroidit et se condense. Le résultat ? Beaucoup de pluie et de neige pour les personnes qui vivent à l'ouest de la chaîne. Et seulement quelques gouttes à l'est. Lorsque l'air en provenance du Pacifique atteint enfin les grandes plaines, il ne contient plus beaucoup d'humidité. En fait, l'air commence à absorber l'humidité des terres environnantes. Cela nous donne un climat aride à l'est des Rocheuses. Et c'est exactement là que se trouve cette zone si peu peuplée. C'est l'une des régions les plus sèches du pays. Alors quand les colons sont arrivés au 19e siècle, ils se sont dit « Non, je vais continuer vers l'ouest ». En plus, il y avait la ruée vers l'or en Californie. Le climat de cette partie des plaines n'est pas idéal pour l'agriculture, et les immenses changements de température de l'air n'aident pas non plus. En une seule journée, elles peuvent passer de 20 degrés Celsius à moins 1 degré Celsius. Ces changements soudains sont nocifs pour la santé humaine. C'est comme si tu entrais dans une pièce climatisée par une journée d'été torride. Ce n'est pas une sensation agréable. Le sud de la Californie a un climat sec assez semblable. Pourtant, près de 40 millions de personnes y vivent. Cela fait de la Californie l'État américain le plus peuplé. Leur secret ? Un vaste réseau de canaux d'irrigation et d'aqueducs, plus une part d'eau provenant du fleuve Colorado. Dans les grandes plaines, les étés sont très chauds, tandis que les hivers sont extrêmement froids. Les vents polaires sont à l'origine de ces conditions météorologiques extrêmes. Ils se déplacent le long de la crête des Rocheuses et descendent ensuite rapidement dans les plaines. Une journée d'hiver dans le Wyoming, par exemple, peut être agréablement douce le matin. Mais plus tard, dans l'après-midi, la température peut rapidement descendre en dessous de zéro. On ne sait jamais comment s'habiller. Qui voudrait venir s'installer ici ? C'est ce que se disent 99% des Américains. Comme nous aimons nous sentir à l'aise, nous choisissons de vivre dans des zones climatiques tempérées. Les endroits qui sont soit trop froids, soit trop chauds, sont généralement peu peuplés. Il suffit de regarder le continent habité le plus sec. Tu as bien deviné. C'est l'Australie. Près de 70% du pays est aride ou semi-aride. C'est une façon subtile de dire que c'est un désert. Du coup, les Australiens sont regroupés dans les zones côtières.
90% d'entre eux vivent dans les grandes villes, Sydney, Melbourne et Perth. La seule exception est la capitale, Canberra. Ils l'ont construite à l'intérieur des terres, près d'une source d'eau. Mais l'intérieur de l'Australie est peu peuplé, tout comme les États-Unis. Il n'y a qu'une seule grande ville sur une superficie équivalente à 12 lacs Michigan, 700 000 km². Un grand coup de chapeau aux habitants d'Alice Springs. Ils vivent dans une véritable oasis. Et qu'en est-il des endroits au climat tempéré comme l'Europe? La population y est-elle uniformément répartie? Oui et non, selon les pays. En Allemagne, 77% des gens vivent dans des zones urbaines. Les grandes villes ne manquent pas. Berlin, Hambourg, Munich et Cologne comptent toutes plus d'1 million d'habitants. Mais regardons la France voisine. Combien de villes de plus d'1 million d'habitants peux-tu citer? Ok, Paris, sans aucun doute. Son aire métropolitaine compte plus de 12 millions d'habitants. Mais voici maintenant un fait stupéfiant. Les 2 villes suivantes sur la liste, Lyon et Marseille, ont une population d'à peine 2 millions d'habitants. Tu remarques l'énorme déséquilibre? C'est le cas dans la plupart des grands pays européens. En Grèce, par exemple, 35% de la population vit dans la capitale, Athènes. Le centre des États-Unis, largement sous-peuplé, n'est donc pas un exemple unique. L'Amérique est le pays de tous les possibles. Mais les chances de bien vivre sont plus grandes dans les grandes villes. Les 100 premières zones métropolitaines du pays représentent au moins les 3/4 du PIB, produit intérieur brut de la nation. Et la plupart d'entre elles sont situées sur les côtes Est et Ouest. Il n'y a aucune ville de plus d'1 million d'habitants dans la ceinture sous-peuplée des États-Unis. Le Canada est immense. Pourtant, la grande majorité de sa population vit soit à l'Est, soit à l'Ouest. Et, au centre, s'étend une vaste région où presque personne ne s'installe, le nord de l'Ontario. Mais pourquoi cet endroit semble-t-il presque hors de portée? Le nord de l'Ontario appartient bien sûr à la province d'Ontario. Celle-ci est très dynamique, abritant des métropoles majeures comme Toronto et Ottawa. Environ 1/3 des Canadiens y résident, mais la majorité d'entre eux se concentrent dans la partie sud. Le nord, lui, reste largement vide. Ce paradoxe surprend, car la portion septentrionale est considérable, bien plus vaste que le sud. Elle couvre plus de 806 000 km², soit une superficie comparable à celle de tout le territoire turc. Le nord de l'Ontario représente à lui seul près de 87% de la superficie de la province, mais seulement environ 6% des Ontariens y vivent. Avant toutefois d'imaginer vous y installer pour profiter du calme et de l'espace, retenez ceci. 4 grandes raisons expliquant pourquoi tant de gens choisissent de ne pas y habiter. Et, très probablement, vous partagerez leur avis. Première raison, la nature du territoire. Si vous observez la région sur Google Earth, vous verrez surtout une immense étendue apparemment vide, sans particularité évidente. Mais dès que l'on zoome, la réalité devient plus complexe. Le nord de l'Ontario se distingue par ses paysages sauvages et reculés, dominés par d'immenses forêts et des lacs innombrables. Admirer ces panoramas ou les photographier est un plaisir, mais y vivre relève d'un tout autre défi. La géographie rend les déplacements ardus et complique considérablement la construction d'infrastructures comme les routes ou les voies ferrées. Faute de réseaux accessibles, la région demeure largement isolée. Ce qui nous mène à la seconde raison, l'éloignement. On pourrait croire qu'étant située au cœur du pays, la région servirait de trait d'union naturel entre l'Est et l'Ouest du Canada. Mais, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Le nord de l'Ontario reste éloigné des grands centres urbains. Prenons le Grand Sudbury, la ville la plus peuplée de la région avec environ 160 000 habitants. La métropole majeure la plus proche, Toronto, se trouve à près de 381 km. Il faut compter environ 4 heures de route pour y parvenir. Si vous prévoyez un week-end prolongé dans une grande ville animée, 4 heures de route peuvent de sembler être une escapade plaisante. Mais si ce trajet sert simplement à vous rendre chez le dentiste ou à régler des formalités administratives, la distance paraît soudain interminable, sans même parler des frais. C'est hélas la réalité quotidienne de nombreux habitants du nord de l'Ontario. Dans cette région, l'accès aux services et aux opportunités demeure limité. La population y étant peu nombreuse et très dispersée, le territoire manque d'infrastructures, d'établissements et de services essentiels, notamment en matière de santé et d'éducation. Les habitants doivent de parfois composer avec des infrastructures médiocres, voire inexistantes, routes manquantes,
aéroports absents, hôpitaux et écoles en nombre insuffisant. Sans ces équipements, s'établir durablement devient difficile. Dans les zones rurales, le manque de services pèse encore davantage sur la qualité de vie. Sur le plan psychologique, l'isolement peut vite se faire sentir, et le froid intense ne fait qu'aggraver ce sentiment de solitude. Nous arrivons ainsi à la troisième raison pour laquelle la majorité des Canadiens évitent de s'installer dans le nord de l'Ontario. Son climat redoutable. Si vous ne supportez pas les températures glaciales, il vaut mieux retirer cette région de votre liste de destinations. Les hivers y sont particulièrement longs et impitoyables, avec des températures qui peuvent chuter jusqu'à 40 degrés sous zéro. Avez-vous déjà tenté de pelleter de la neige par un froid pareil? Disons-le franchement, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce climat extrême ne se contente pas de bouleverser vos projets de week-end ou vos habitudes quotidiennes. Il complique sérieusement les déplacements et renforce l'isolement des habitants, privés d'un accès facile aux services et aux opportunités professionnelles. De plus, ce froid persistant rend difficile la construction d'infrastructures, le développement industriel ou la gestion d'entreprises. L'agriculture en subit aussi les effets. Comparé au sud de l'Ontario, le nord possède une saison de croissance plus courte et un climat bien plus rude. Certes, certaines cultures, comme l'avoine, la pomme de terre ou le haricot vert supportent ces conditions, mais le choix des cultures reste limité. Voilà pourquoi la majorité des exploitations agricoles se concentrent dans le sud de la province, ainsi que dans d'autres régions du pays comme les prairies et le Québec. Cet exemple illustre bien à quel point le climat complique l'établissement d'une base solide pour y vivre durablement. C'est précisément ce qui nous mène à la quatrième raison expliquant cette faible densité de population, l'économie. Le problème ne vient pas d'un manque d'emploi, loin de là. En réalité, les postes sont nombreux. En 2023, la partie nord de l'Ontario affichait l'un des taux de postes vacants les plus élevés du pays. Contrairement à bien des régions du monde, il s'agit d'un endroit où les emplois abondent, mais où la population fait cruellement défaut pour les pourvoir. L'une des raisons pour lesquelles ces emplois restent vacants tient au fait qu'une grande partie de la population est plus âgée. Prenons l'exemple d'Elliott Lake. 42% de ses habitants ont plus de 65 ans. C'est la troisième plus forte concentration de personnes âgées de tout le Canada. La situation n'est guère différente dans le reste de la région. Les projections estiment qu'en 2036, les personnes de 65 ans et plus représenteront près de 30% de la population totale du nord de l'Ontario. Et, une fois cet âge atteint, beaucoup disposent de leur pension et de leurs prestations. Pour la majorité d'entre eux, retourner travailler n'entre tout simplement plus en ligne de compte. Ce problème s'aggrave encore, car les jeunes manifestent peu d'intérêt pour la région. Chaque année, de nombreux étudiants, âgés d'environ 17 ou 18 ans, quittent leur foyer du Nord pour poursuivre leurs études ailleurs, traversant parfois la province entière en voiture ou prenant l'avion pour s'installer à l'autre bout du pays. Nombre d'entre eux ne reviennent jamais. Cette tendance peut paraître surprenante, car le nord de l'Ontario bénéficie d'une économie solide, portée notamment par l'exploitation minière. La région de Red Lake en est un bon exemple. Elle recèle d'immenses réserves d'or et abrite l'un des gisements les plus riches au monde. Plus de 850 tonnes y ont déjà été extraites, et cette production a largement contribué à maintenir le Canada parmi les 5 plus grands producteurs d'or à l'échelle mondiale. Il faut aussi mentionner la région connue sous le nom de Cercle de Feu. Située autour du lac McFalls, dans le district de Kenora, elle s'étend sur environ 5000 km² et recèle une abondance de minéraux précieux, tels que le chromite, le cobalt, le nickel, le cuivre et le platine. Aujourd'hui, l'industrie minière du nord de l'Ontario connaît un véritable essor et attire d'importants investissements. Cette dynamique s'explique par la demande croissante de minéraux critiques, indispensables aux technologies modernes comme les smartphones ou les systèmes d'énergie renouvelable. Le cobalt, le nickel et le cuivre jouent un rôle central, notamment dans la fabrication des batteries utilisées pour alimenter les véhicules électriques. Pour l'heure, il semble que l'industrie minière de la région se porte plutôt bien. Toutefois, ce secteur a connu de nombreuses fluctuations au fil du temps, avec des périodes de croissance suivies de phases de déclin. Combiné au manque de diversité des emplois en dehors des mines, ce contexte pousse de nombreux habitants à partir pour chercher de meilleures perspectives ailleurs. Fait intéressant, les compagnies minières rencontrent aujourd'hui des difficultés à recruter suffisamment de travailleurs qualifiés dans le nord de l'Ontario. Et cela s'explique sans doute par tous les facteurs déjà évoqués. Une population vieillissante, un climat rude, une géographie contraignante et l'éloignement des grands centres urbains. C'est un cercle vicieux que les autorités locales tentent de rompre.
Elles travaillent à améliorer les infrastructures, offrent des incitations et cherchent à retenir les jeunes travailleurs. Parmi leurs mesures figurent des primes en espèces pour ceux qui recommandent des professionnels de santé, ainsi que des aides non imposables pour compenser les coûts élevés de l'énergie domestique. D'autres initiatives sont également mises en œuvre. Avec de telles stratégies, il devient donc possible de stimuler la croissance démographique. Et qui sait, cette région pourrait peut-être un jour devenir aussi peuplée qu'animée.